Et l'autre jour, quand on se parlait, Jean-Jacques, on parlait de l'importance de comprendre the big picture, de vraiment prendre suffisamment de recul pour comprendre que le tableau, en fait, il est beaucoup plus vaste que juste un virus par-ci, l'OMS par-là, Bill Gates et compagnie, ce qui est fait à coup de gouttes pour donner des informations. Il est important de reculer à chaque fois d'un pas pour prendre suffisamment de recul et comprendre les enjeux. En tout cas, en ce qui me concerne, depuis plus d'un an et demi, il y a une question à laquelle je commence peut-être à trouver une réponse enfin, c'est comment est-il possible que les parents ont à ce point abandonné leurs enfants? Comment est-il possible, en 2021, dans une civilisation qu'on estime humaine, que des parents se vaccinent et acceptent tout ça pour aller au restaurant, pour aller boire des coups avec leurs copains, pour partir en vacances et de laisser un monde aussi dégueulasse à leurs enfants? Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Moi, ça m'a vraiment, et j'en suis encore émue d'en parler parce que je me suis dit: «Comment des parents peuvent, mettre des masques à leurs enfants dès 6 ans pour aller à l'école en France?» En Suisse, on n'a pas eu ça pour les petits dès 6 ans, mais en fait, j'ai assisté à un abandon clair des familles, de leurs enfants à l'État. Là, ça a été pour moi une évidence. C'est-à-dire qu'on n'a plus le noyau de la famille. On l'a déjà vu depuis des années avec les maisons pour personnes âgées, où on a complètement coupé l'accès à l'histoire, parce que c'est ça finalement le rôle d'une personne qui intègre un certain âge, c'est de pouvoir transmettre la sagesse à la génération d'après. C'est ultra important, la tradition orale aussi. Et on a commencé à voir cette subversion du noyau fort, la famille. Tu parlais, Jean-Jacques, de ce décès de cette Géraldine qui s'est suicidée. J'ai aussi une grosse pensée pour son père et toute sa famille. Quand on a un enfant, c'est la seule personne sur Terre avant qui on a envie de mourir. Ouais. Quand on a un enfant, c'est la seule personne sur Terre avant qui on veut mourir. Alors je peux imaginer l'atrocité de cette expérience. Et l'émission Faux départ, en fait, elle est venue comme une évidence au fur et à mesure que j'ai enquêté sur un certain nombre de points. Alors, voilà comment tout ça a vu le jour. Déjà, une chose est claire, c'est qu'on a tous un point commun ici sur Terre, peu importe de quel côté on est, de quelle culture on est, qu'on soit dirigeant, qu'on s'appelle Legault, qu'on s'appelle Bill Gates ou peu importe, on est tous issus d'un utérus, peu importe. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, on est tous issus d'un utérus et du corps d'une femme. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça. L'avenir, avec toutes les folies qui s'envisagent, je ne sais pas, mais en tout cas, maintenant, c'est sûr, on est tous sortis du même endroit. Et puis, comme quand maintenant une femme, elle porte la vie, elle est considérée comme malade parce qu'il faut lui vendre un paquet d'examens, il faut lui faire peur. Parce qu'aujourd'hui, un gynécologue qui fait peur à une femme enceinte, il va lui faire le double d'examens, il va encaisser le double. Ça, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont encore en train de se poser la question, sont plus des gens qui sont en train de parler de science. Là, on parle de commerce. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut intégrer une bonne fois pour toutes. Les femmes qui portent la vie ne sont pas malades. Et donc, j'ai vu un certain nombre de on va dire, de prise en charge, et je déteste ce mot, mais c'est vraiment ça, il faut dénoncer, qui va dans l'ordre du commerce. Mais l'émission Faux départ, elle n'est pas, si vous voulez, dans cette dimension-là. Elle est dans une dimension qui va au-delà de ça. La subversion qui est faite maintenant au niveau des couples, au niveau des femmes, des hommes et de la civilisation humaine, Jean-Jacques, tu parles souvent des gardiens de l'humanité. Eh bien, maintenant, il est temps de sortir les haut-parleurs et de faire savoir ce qui se passe dans les hôpitaux au niveau des protocoles par rapport à l'ocytocine. Alors, je vais commencer par cet exemple-là parce qu'il est ultra parlant. On peut comprendre justement, peut-être émettre une hypothèse
en ce qui me concerne, ça va plus loin que l'hypothèse, mais je permets quand même l'hypothèse. Pourquoi les parents ont abandonné leurs enfants? Pourquoi les mères qui ont enfanté leurs enfants les ont à ce point abandonnés en disant: «Oui, mais c'est obligatoire». Ça, pour moi, ça ne rentre même plus en question. Quand quelqu'un nous dit: «Oui, mais c'est obligé. Oui, mais c'est obligatoire», je ne peux plus l'entendre. Déjà, j'ai jamais pu l'entendre, mais maintenant encore moins. Par contre, il se trouve que on a tous l'ocytocine et l'ocytocine, Tal, toi, tu sais bien ce que c'est puisque, j'ai eu le plaisir et d'ailleurs je vous invite les amis, si vous l'avez pas vu, à aller voir un documentaire dans lequel Tal intervient qui s'appelle «Le chemin vers l'enfantement». Vous pouvez le trouver sur YouTube et c'est très, 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 très agréable de t'écouter parler aussi avec, ta compagne, cette ocytocine, cette hormone de l'amour, cette hormone de l'attachement, eh bien, il se trouve que c'est aussi l'hormone qui crée la fameuse contraction qu'on cherche pour que le corps sorte ce bébé quand c'est le moment. Et dans les hôpitaux, eh bien, ce qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est on déclenche les femmes à coups d'ocytocine de synthèse. Et au-delà de ça, quand le bébé a la tête sortie et les épaules sorties, donc il n'est même pas complètement sorti du corps de sa mère, on injecte dans le corps de la mère de l'ocytocine de synthèse, soi-disant pour prévenir l'hémorragie de la délivrance. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça, on le fait dans l'émission Faux départ. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'épigénétique, on commence à prouver maintenant que ces injections de cytocine de synthèse pour le bébé abîment ces récepteurs naturels d'ocytocine, ce qui crée une foule d'effets en cascade pour son avenir. C'est-à-dire qu'on arrive à modifier l'état d'un enfant sur le long terme parce qu'il n'aura pas pu créer son ocytocine naturelle à un certain moment. Donc l'ocytocine prévient la dépression, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi on a autant de cas de dépression, pourquoi on a autant de familles explosées, pourquoi on a autant de mères qui n'arrivent pas à se positionner clairement, peu importe le prix à payer. Moi, je l'ai toujours dit depuis 2020, hem, si dans 20 ans, ma fille me dit: «Maman, tu as fait quoi en 2020?» eh bien, je lui dirai tout ce que j'ai pu. Je ne peux pas faire plus que ça et ce lien-là est abîmé avec l'ocytocine de synthèse, qu'on le veuille ou non. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'on a découvert en faisant justement nos recherches, c'est que les femmes ne savent pas qu'elles reçoivent ça. C'est-à-dire qu'une femme qui échappe dans un hôpital à cette injection pour déclencher son travail ou activer ses contractions, elle le reçoit parce que ça fait partie d'un protocole. Au moment de l'arrivée de l'enfant, on lui injecte ça dans ses veines alors qu'elle ne le sait pas. Alors, en France, on a à peu près 800 000 naissances par année, les amis. Ça fait quasiment 1 million de personnes concernées. 1 million de petites personnes concernées, là, chaque année, qu'on va saccager pour leur avenir et l'attachement ultra important. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a réalisé aussi là-dedans? On a réalisé que toutes les personnes qui arrivent dans cet univers de l'enfantement vont avoir la peur de mourir, ou elle, ou le bébé, puisque tu vois, comme je te disais Jean-Jacques tout à l'heure, on est vraiment dans un milieu où il y a une peur intense. Cette peur, elle vient des professionnels de la santé aussi parce qu'ils ont été formés à gérer les problèmes. Et quand une famille arrive ou des étudiants qui arrivent dans ce milieu-là mettent les pieds là-dedans, vont se dire: «Oui, mais ils savent mieux». C'est-à-dire ceux qui nous enseignent savent mieux. La femme ou le parent qui arrive chez le gynécologue va dire: «Oui, mais le gynécologue, il sait mieux que moi». Parce que déjà, il a une blouse blanche, donc par principe, c'est l'autorité suprême, hein. Parce que faut quand même rappeler que à l'époque, il y avait l'église, il y avait le curé chez qui on allait se confesser et puis on inventait même des péchés parce qu'il fallait avoir des péchés. Et maintenant, il y a le médecin. Voilà, il y a le toubib avec la blouse blanche, mais en fait, on est toujours au même niveau. Le cerveau n'a absolument pas évolué. On en est toujours là, à avoir besoin de quelqu'un qui sait mieux et on croit. Moi, je dis toujours: «Mais il y a qu'à l'église qu'on croit» et aujourd'hui,
on assiste à la même chose qu'au Moyen Âge, simplement qu'on a remplacé le curé par des gens sur des plateaux télévisés qui racontent n'importe quoi, qui sont incapables de prouver, mais ils croient. Et ils répètent comme des perroquets, et tout le monde répète, mais personne vérifie. Alors moi, j'ai commencé à aller vérifier un certain nombre de choses. J'ai envoyé sur les roses un certain nombre de gynécologues pendant ma grossesse, et à tel point, je les ai tellement emmerdés qui m'ont envoyé chez les experts, et à chaque fois, les experts, eh ben, je les emmerdais avec mes questions, puis ils n'arrivaient pas à répondre. Alors, je ne vais pas passer en revue ça parce que de nouveau, on le fait dans l'émission Feu départ. Mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui et depuis des décennies, à vous les hommes? Parce que c'est important aussi de parler des hommes. On parle tout le temps de la femme, mais pour créer un enfant, il faut être 2 jusqu'à preuve du contraire, un homme et une femme. Et en fait, je me suis rendu compte que on apprend quoi aux hommes? Et ça a été de pire en pire quand les hommes sont rentrés dans les salles d'accouchement, parce qu'on les a flanqués dans un coin et puis on leur a dit: «Maintenant, vous allez voir ce qu'on va faire à votre femme». En gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il faut imaginer les violences obstétricales qui se passent dans les salles d'accouchement et je pense que maintenant, c'est le moment de dénoncer un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qu'on a appris indirectement aux hommes? L'impuissance. Et aux femmes, on leur a appris quoi? On leur a appris la dépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une catégorie d'hommes, tout âge confondu, complètement impuissants, mais impuissants possible, donc qui ont complètement déserté, hein. La femme accouche, c'est une histoire de femme. Les hommes, ils laissent la femme et combien de couples se séparent 1 an après? Et les femmes, on leur a appris la dépendance. C'est-à-dire qu'on assiste à une génération de femmes qui ne sait plus communiquer avec son enfant, qui doute sans cesse de ses capacités et surtout à qui on a coupé l'accès à l'expérience la plus extraordinaire d'une vie que seule une femme peut vivre, c'est d'enfanter et de se pulvériser en tant de morceaux nécessaires pour être un canal de vie. C'est énorme comme expérience et je peux témoigner parce que j'ai eu une grossesse il y a 8 ans, que j'ai, fini à l'hôpital pour l'accouchement avec tout ce qu'il y a de plus protocolaire et donc j'ai subi les effets en cascade des protocoles médicamenteux. J'ai échappé de justesse à la césarienne, mais je peux vraiment témoigner de ce qu'est l'effet iatrogène, donc le médicament, l'effet secondaire qui engendre un problème et donc on est dans la même dynamique que la crise Covid, hein. On crée un problème pour mieux le résoudre, on est dans l'ingénierie sociale pure. Évidemment, les personnes qui sont là, qui agissent dans cet univers-là, les professionnels ne sont pas au courant de ce qu'ils font puisqu'ils ont été formatés en études, hein. Je le rappelle quand même parce que c'est important de préciser ça comme Tal aussi, tu le précises souvent en ce qui concerne les vaccins. Les médecins et les pédiatres qui conseillent les vaccins pour les enfants, en l'occurrence, n'ont aucune idée de ce qu'ils racontent puisqu'ils n'ont même pas fait 2 heures de cours sur 10 ans d'études sur les vaccins. Donc ce sont des gens qui sont programmés à apprendre par cœur et en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est le diplôme. Parce que si tu veux bosser, tu prends ton diplôme. Ça, c'était avant, hein. Je fais une petite parenthèse que maintenant, il va falloir que tu fasses ce qu'on te dit si tu veux ta croquette avec le Covid. Et puis quand tu seras à ta 612e injection, si tu es encore en vie, tu pourras peut-être travailler. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc on apprend, hem, aux femmes à être dociles, comme dit Julie Bonaparte et qui est la marraine de l'émission, Couche couche au panier. On leur a mis des masques pendant le Covid et les femmes se sont laissées faire, aussi parce que les hommes à côté ont déserté et en fait, le discernement a déserté, tout a déserté. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas très réjouissant comme j'annonce tout ça, mais en fait, je crois qu'on peut pas faire pire. Donc on peut être optimiste en disant: «Bah, ça peut être que mieux» parce que on a touché des fonds, hem, complètement absurdes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pire et de plus dangereux en termes d'être humain? Je pense aujourd'hui, après avoir vécu cette deuxième grossesse 8 ans plus tard, avec un enfantement à l'opposé, c'est-à-dire à la maison, en comprenant la physiologie de la naissance, eh bien, ce qu'il y a de plus dangereux sur terre, c'est une femme qui connaît sa puissance et ça, je pense qu'aujourd'hui, on est dans la période
clé, le tournant qui réconcilie le féminin sacré et le masculin sacré. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des femmes d'un côté, on a beaucoup parlé des hommes de l'autre. Et en fait, ce que j'ai pu vivre et ce que on va s'atteler à construire avec cette émission, c'est à expliquer aux hommes et aux femmes à quel point, ensemble, dans leur sacré, quand ils comprennent l'enjeu de ce qui se passe, ce qu'ils peuvent toucher comme puissance absolue, il y a rien de plus fort que ça. On est indestructible. C'est-à-dire que la femme s'occupe, elle, de faire ce qu'elle a à faire dans toute sa puissance et l'homme, c'est le gardien du temple. Sans cette sécurité-là, la femme ne peut pas faire ce qu'elle a à faire. Et cette réunion-là de ces 2 pôles est tellement puissante, tellement forte, qu'un couple qui vit ça, une famille qui s'inscrit sur terre dans cette dynamique-là, ne peut pas être détruite. C'est impossible, impossible. Ce qui vient de se passer depuis 1 an et demi ne pourrait pas, n'aurait jamais pu se passer si les couples avaient vécu l'enfantement de la manière la plus naturelle qui soit, la plus sacrée, la plus puissante qui soit, sans avoir des médecins qui vous disent: «Madame, poussez, c'est comme ça qu'on pousse». Je précise une chose pour les gens qui ne savent pas, ce qu'est le processus involontaire. Quand vous, les amis, vous avez besoin de vomir, est-ce que vous avez besoin que moi je vienne à côté de vous pour vous dire: «Allez, pousse, ouvre la bouche, mets-toi sur les toilettes et vas-y». Ça marche pas comme ça. Quand vous avez besoin de vomir, vous avez juste une chose, c'est que, vous laissez faire. Mettre un enfant au monde, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai pu expérimenter quelque chose de fou, c'est-à-dire que je n'ai pas poussé, c'est-à-dire que mon corps a fait le job tout seul. Et j'en ai beaucoup, entendu parler parce que je me suis formée comme une professionnelle. Alors j'ai fait, tout un tas de formations dont on parlera dans l'émission Faux départ. Mais je me suis dit: «Si je veux aller jusqu'au bout», parce que j'avais déjà une première expérience et je savais à quel point c'était quand même quelque chose de très difficile. Je me suis dit: «Il faut que je sois formée comme une professionnelle qui connaît la physiologie de l'enfantement». Donc j'ai fait des formations pour parents et j'ai fait des formations pour professionnels et j'ai passé des mois à lire aussi des écrits. Je me suis avalé une thèse de quasiment 500 pages dont on va parler en long et en large dans l'émission Faux départ. Elle est extraordinaire, de Stéphanie Saint-Amand, et je dédicace évidemment toutes les émissions à cette femme, décédée maintenant, mais qui a fait un travail remarquable et qui dénonce la médicalisation des grossesses et des naissances. Et en fait, à ce moment-là, on se retrouve, hem, libre et sans peur, en se disant: «Je suis un canal», et j'ai pu expérimenter quelque chose d'au-delà, on peut pas expliquer. Alors c'est vrai que moi j'ai jamais parlé de spiritualité, j'en parle pas parce que ça me regarde, mais je suis extrêmement, connectée, à la source, j'appelle ça plutôt l'univers, en ce qui me concerne. Mais là vraiment quand on vit ça, plus personne ne peut nous arrêter. Alors déjà qu'avant c'était le cas pour moi, mais maintenant, je me suis dit: «Si les hommes et les femmes vivaient ça, 800 000 personnes, 800 000 naissances par année en France, des millions par année sur le monde, toutes les 4 secondes, une femme accouche sur terre. Si toutes ces personnes-là avaient goûté à cette puissance en étant libérées de la peur, eh bien, ces personnes-là, aujourd'hui, ne seraient ni vaccinées, ni masquées. Parce qu'elle serait souveraine. Et voilà le but ultime de cette, émission, c'est d'apporter certaines clés pour atteindre ce qu'est le sentiment de se sentir souverain, libre. C'est vrai qu'une vie sans liberté, en tout cas en ce qui me concerne, ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais pour se sentir libre, il faut déjà avoir les informations. Comme le dit aussi Jeuny, que j'aime beaucoup, «Si je ne connais pas mes options, je n'ai pas d'options». Donc voilà, en gros, Le l'état des lieux de ces mois de recherche. On a fait beaucoup d'enquêtes et chaque émission est un thème,
Évidemment, il y a des thèmes qui sont tellement conséquents qui seront en plusieurs parties, dont le cytosine de synthèse, parce que là, on parle d'épigénétique et on parle vraiment de ce qui bousille les familles sur le long terme. Et donc là, on est en plusieurs parties. Mais quand on voit des hommes qui assistent à des violences sur leurs femmes pendant l'accouchement, dans les structures médicales, et les femmes qui hurlent en se retournant, en regardant leur mari, en espérant qu'il les défende, et le mari dit: «Laisse faire le docteur chéri», pour moi, on est dans des scènes de viol. On est dans des scènes inhumaines et de nouveau, on est dans le même schéma que l'homme d'église face à son fidèle, simplement que les dégâts aujourd'hui, ils sont colossaux. Ils sont colossaux, il y a une vraie propagande et on est dans l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on a passé on passe du sacré à l'industrialisation. Donc voilà, en gros, cette émission, elle est là pour dire aux femmes et aux hommes: «Vous avez une intuition. Ils ne savent pas mieux que vous, ils ne savent rien du tout. Vous pensez qu'ils savent, mais ils ne savent pas, en fait. Ils répètent juste ce qu'ils ont appris. Alors nous, on va aller fouiller du côté de qui leur apprend, qui finance les programmes dans les universités, qui paye ces programmes. On est toujours dans la même dynamique. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, on utilise un monitoring pour surveiller le rythme cardiaque du bébé. Alors, on sangle les femmes. Alors, du coup, on dit aux femmes, bah, désolé, vous pouvez plus marcher hein, pendant vos contractions, vous devez rester parce que la machine, là, elle est fixe. Voyez. Mais c'est important parce que comme ça, on va pouvoir surveiller si le problème vient du bébé, si le cœur tient. Simplement que ce qu'on oublie de dire aux femmes et aux hommes, c'est que ça n'a jamais été testé, ça. Au contraire, les études qui ont suivi les monitorings prouvent que, en fait, de monitorer une femme en continu pendant son travail, ça ne fait qu'augmenter les taux de césarienne parce que ça met tout le monde en panique, ce n'est pas fiable. Et on va dénoncer. On va dénoncer et on va faire que ça. On a, en quelques émissions, un tel engouement. On ne s'attendait pas à ça, effectivement. Ça a été une vague énorme de la part de personnes aussi qui nous ont dit: «Je comprends maintenant pourquoi j'ai cette relation avec ma mère ou avec ma fille» et en fait, au départ, on s'est dit: «On s'adresse aux personnes qui veulent trouver des réponses». De nouveau, la fabrique d'un certain nombre d'informations fausses et en fait, on se retrouve à expliquer peut-être pourquoi des relations intergénérationnelles ont été cassées à cause de ce viol, de ce moment sacré qui est l'arrivée d'un être humain dans cette civilisation humaine avec tout ce que ça a de sacré et surtout de puissance. Encore une fois, je le répète, dans le sacré de l'homme et de la femme. Voilà, j'ai fini mon monologue et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Je précise aussi que le taux de délabrement au Brésil est tel que 80 à peu près des naissances aujourd'hui se font par césarienne au J'allais le dire. Brésil. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de péridurale, de césarienne. C'est-à-dire que les femmes ont tellement peur d'être abîmées, tellement peur de tout, on est toujours dans la peur, c'est toujours la même rengaine, qu'au Brésil, les gens ne savent plus comment aider une femme, si elle a besoin d'être aidée, hein, évidemment, ça c'est encore un autre débat, qui donne la vie et en fait, on en est là et évidemment, ça pose aussi un nombre incalculable de problèmes au niveau sanitaire puisque si le bébé naît par le canal vaginal, c'est bien parce qu'il y a une utilité au niveau de sa défense immunitaire. Donc Ouais. on fait n'importe quoi, on met les bébés en danger, on met les femmes en danger. Il y a des femmes qui meurent à l'hôpital, personne n'en parle parce qu'elles ont les utérus qui éclatent à coups de cytocine de synthèse parce qu'on les transforme en moteurs et ce n'est pas fait l'utérus pour travailler non-stop avec des contractions qui n'en finissent pas. Et nous, on va dénoncer ça parce que ce qu'on entend toujours, c'est que les femmes qui accouchent à la maison sont des folles ou alors, ouh là là, tu es vraiment courageuse. En réalité, quand on connaît le sujet, on a peur d'aller à l'hôpital. Je vous le Ouais. garantis, les amis, on a peur. Et moi, je suis restée chez moi parce que j'avais besoin de me sentir en sécurité. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écoutée. Je ne sais Merci. pas depuis combien de temps je Oui, parle.
Non, 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 écoute, ça ne fait qu'une petite demi-heure, donc tu restes encore avec nous, ça c'est sûr, parce qu'on a certainement plein de questions. Et en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai découvert ta première émission, bon, je savais que tu étais enceinte, je m'étais intéressé de est-ce que tu as accouché, est-ce que tu n'as pas accouché, etc. Puis tu m'avais parlé de ce projet et moi qui avais fait beaucoup de recherches aussi avant la naissance de ma première fille et qui avait fait que nous avions choisi, ma première femme et moi, d'accoucher dans le seul hôpital qui pratiquait la naissance sans violence, hein, de Frédéric Leboyer, où la femme a l'opportunité justement de choisir sa position d'expulsion et de pouvoir continuer à marcher pendant le travail, etc. Donc en fait, tout ça, nous l'avons vécu il y a 34 ans de cela, bientôt 35, et, mais je n'avais aucune idée, et là je te remercie et je te félicite vraiment, je n'avais aucune idée de, l'impact de l'ocytocine que nous n'avons pas eu évidemment, puisque c'était un accouchement tout à fait pratiquement naturel, même si ça s'est fait à l'hôpital. Euh, je n'avais aucune idée de l'impact de l'ocytocine, de l'impact évidemment sur tout ce que ça peut avoir au niveau de la société. Et, euh, et c'est vrai que c'est en faisant les recherches pendant la grossesse de ma première fille que nous avons découvert que finalement, la position qu'on imposait aux femmes, qui était la position couchée, était une position qui avait été choisie simplement pour le confort du médecin et pas du tout pour suivre la physiologie et la nature. Alors, dans ton expérience, avant que je ne laisse les autres poser des questions aussi, mais dans ton expérience, si tu as envie d'en parler, euh, est-ce que justement cette liberté de choisir ta position pour le travail et pour l'expulsion a fait une grosse différence, surtout que tu as une possibilité de comparer avec ta première fille 8 ans plus tôt. C'est toute la différence en fait, ce n'est même pas un détail, c'est la clé, pour donner la vie de façon sécure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de nouveau un effet en cascade. Il y a des femmes aujourd'hui, donc c'est 5 ans d'études pour être sage-femme, hein, qui font leur stage en clinique, et des sages-femmes en fin d'études, disent, «Bah, nous, en fait, le problème, c'est qu'on n'a jamais vu un accouchement autre que sur le dos puisque toutes les femmes demandent la péridurale». Donc le problème, c'est que, de nouveau, il y a une perte de connaissance aussi en France, en Suisse, partout. Alors, pour prendre, la position idéale que le corps va dicter à la femme, à ce moment-là, puisque on peut penser qu'on va se mettre dans un sens, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où, le travail commence, la femme, elle part, hein. Moi, je parle aussi, et on parlera dans l'émission du vortex, en avec, Karine, qui fait une formation qui est extraordinaire, Quantique Mama. C'est vrai qu'on a un accès à quelque chose de complètement fou là, on part dans des sphères, moi j'étais plus là. Alors effectivement, ça change tout parce que le corps, il a une sagesse quand on le laisse faire. Si le bébé a une épaule plus à droite ou à gauche, le corps, il va la femme prend naturellement la position qui est bonne pour sur le moment, et il est possible que juste au moment, de la sortie du bébé, la femme tout d'un coup prenne une position abracadabrante, et en grosso modo, on peut dire, pour, faire, un schéma grossier, mais bon, c'est un peu ça, qu'une femme qui est à 4 pattes, elle peut régler la plus grande partie des problèmes en étant comme un mammifère à 4 pattes, puisque nous sommes des mammifères. C'est vrai que de se mettre sur le dos, comme le dit Julie, en la position pourrie, c'est sur le dos. En gros, Ouais. c'est, et d'ailleurs, comment humilier une femme qui enfante? C'est de la mettre sur le dos avec les pattes en l'air. Le coccyx remonte, d'accord? Donc comment voulez-vous qu'un bébé passe le canal et remonte pour ressortir? C'est impossible, impossible. À moins de conscientiser et de pousser tout ce qu'on peut en se déchirant de l'intérieur, parce que là aussi on va en parler, hein, de toutes les atrocités qui se sont passées et qui continuent de se passer. Mais en fait, le corps, quand on le laisse faire, il pousse tout seul et la position, elle suit avec, en fait. C'est ce qui est extraordinaire, et donc Pascal, lui, il a enregistré l'accouchement. Alors,
moi, je ne savais pas parce qu'il m'avait dit, qu'il voulait enregistrer et moi, je lui ai dit: «Écoute, ça m'est égal ce que tu fais, mais moi, je veux pas savoir et j'ai besoin de toi, donc démerde-toi, ne m'emmerde pas avec tes réglages de je sais pas quoi». Voilà, donc en fait, il a posé le téléphone, à l'arrache parce qu'évidemment, sur le moment, il y a quand même beaucoup d'émotions. Donc il y a le son, on a le son et moi, j'ai réécouté la bande son et c'est vrai qu'on c'est extraordinaire parce qu'on entend les bruits sont complètement différents selon les phases, de l'accouchement et le moment, où le corps pousse tout seul. Alors ça va un peu au-delà de ta question Jean-Jacques, mais c'est ça, je trouve, qui est extraordinaire. On entend vraiment, heu le son du ouais, de cette puissance, c'est incroyable. Moi, je ne me suis pas reconnue. De toute façon, on est déconnecté du temps, on est déconnecté de tout, mais ça fait toute la différence parce que déjà, hem, en fait, on a les endorphines naturelles qui viennent là, si on les laisse, hein, donc qui font que, bizarrement, on peut vivre des choses, extrêmement intenses et ça passe en fait, ça passe parce que le corps, il sait se positionner seul. Bon, moi, j'étais dans l'eau, donc ça m'a fait un soulagement extraordinaire. L'eau, c'était vraiment super et j'étais dans la nuit presque totale avec 2 bougies et donc ça m'a vraiment, mis en condition parfaite. Tal, tu voulais intervenir. Touché par ce qu'elle m'a dit, parce que moi je suis ça depuis un demi-siècle,